Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si je vous parle de bel canto, tout de suite vous allez penser à Rossini, je le sais, c'est comme ça. Bellini un peu, si votre culture musicale va jusque-là, mais Donizetti, non, Donizetti, on n'y pense jamais à ce diable d'homme qui arrive un peu toujours en troisième position. Et pourtant, si on le compare aux deux autres, il a été bien plus prolifique, pas moins de 70 opéras. D'ailleurs, les Italiens avaient un surnom pour parler de lui, ils l'appelaient Dozzinetti, c'est-à-dire les douzaines, celui qui fait les opéras par douzaines. Dozzina en italien, ça veut dire la douzaine. Bref, c'est vrai qu'il a énormément produit avec un succès immense de son vivant, mais un succès qui s'est traduit bizarrement par-delà la mort, par une forme d'oubli, en tout cas d'oubli et de disgrâce pour l'essentiel de son immense production. On retient quelques opéras, bien sûr, mais la plupart sont tout simplement oubliés aujourd'hui. Il n'a pas eu le succès de Bellini, qui était la coqueluche des salons parisiens. Quant à Rossini, n'en parlons même pas. Il est resté éloigné, c'est vrai, de toutes les grandes affaires politiques qui secouaient son siècle, et notamment les frémissements du Risorgimento, qui agite déjà les États italiens à l'époque de Donizetti. Et celui qui va incarner tout ça, vous savez que c'est un compositeur qui, lui, n'a plus rien à voir avec le bel canto. C'est Verdi, bien entendu. L'œuvre de Donizetti, c'est précisément l'œuvre de transition entre, on va dire, Rossini-Bellini d'un côté et de l'autre, Verdi. Avec Donizetti, le pur bel canto se transforme peu à peu en drame romantique, nous dit Philippe Tann, qui, chez Actes Sud, a publié la biographie du compositeur. Voilà en quelque sorte un compositeur charnière, mais qui mérite d'être étudié pour lui-même. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né en 1797 en Lombardie, à Bergame. Très beau Bergame d'ailleurs. C'était le cinquième d'une fratrie de 6 enfants, famille vraiment très modeste. Voici ce qu'il écrit en 1843. « Je naquis sous terre à Borgo Canale. On descendait par un escalier de cave où jamais rayon de lumière ne pénétra. Et, tel un hibou, je pris mon envol, me portant à moi-même tantôt un triste, tantôt un heureux présage, sans être encouragé par mon pauvre père qui me répétait toujours « Il est impossible que tu composes, que tu ailles à Naples, que tu ailles à Vienne. » Et comme ses frères, il reçoit quand même des rudiments de musique, de solfège. C'est son oncle qui va leur apprendre à tous le solfège. Et puis, c'est un compositeur allemand, Johann Simon Mayr, qu'on prononce Mayer en français, ça va plus vite, c'est plus simple, qui est maître de chapelle à Santa Maria Maggiore, à Bergame, et qui va lui donner des leçons de musique. Et là, tout de suite, on se rend compte que Donizetti est fait pour ça. Il va aller se perfectionner au lycée musical de Bologne. C'est là qu'il compose déjà des opéras. Vous vous rendez compte, 3 premiers opéras, et grâce à Mayr, il devient responsable de la bibliothèque musicale de Santa Maria Maggiore. Et c'est pour cette bibliothèque qu'il va composer un nombre d'œuvres sacrées assez impressionnants, tout en poursuivant ses essais vers ce qui l'intéresse lui, c'est-à-dire le théâtre. Et tout ça avec une rapidité de fou. Il va rencontrer Jacopo Ferretti, c'est un librettiste qui a des relations à Rome, qui est bien installé dans le métier. Il a fait par exemple la Cenerentola de Rossini, il a fait le livret. Et il a déjà dans ses tiroirs un livret tout prêt pour Donizetti, c'est Zoraide et di Granata. Le compositeur va s'atteler à cette musique. C'est une création à Rome, grand succès. Donizetti est même carrément porté en triomphe jusqu'à son domicile. Ça augure bien de l'avenir, ça, vous me direz. Quittant Rome, le voilà déjà à Naples. Vous savez que c'est là que se trouve le grand théâtre de l'époque, le San Carlo. Et il a un contrat qui a été signé avec l'impresario le plus influent de l'époque, Domenico Barbaja, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Barbaja va proposer à Donizetti un contrat important, c'est celui de directeur musical du Teatro Nuovo. Qui a besoin de s'imposer face à l'autre, bien sûr. Donizetti va rester à Naples pendant longtemps, pendant 16 ans. Il rencontre Bellini qui écrira « Ce Lombard a non seulement un grand talent, mais c'est aussi un grand homme et sa noble physionomie à la fois douce et imposante inspire
inspire la sympathie et le respect. On a aussi une description de Donizetti par Adolphe Adam, vous savez, le compositeur de Gisèle et de Minuit chrétien. Dans ses souvenirs d'un musicien, voici ce que dit Adam. Donizetti était grand, avait la figure franche et ouverte et sa physionomie était l'indice de son excellent caractère. On ne pouvait l'approcher sans l'aimer parce qu'il donnait sans cesse l'occasion d'apprécier quelques-unes de ses belles actualités. Et de son côté, Paul Scudo, le chroniqueur, écrit « Doux, poli, obligeant, d'un esprit vif et cultivé, d'un commerce agréable, Donizetti justifiait de telles sympathies par son caractère comme par son talent. La famille impériale d'Autriche le traitait presque comme un enfant de la maison et l'archiduc Charles l'avait admis dans son intimité. Les qualités musicales qu'il faisait rechercher dans le monde, l'auteur de Lucia les portait aussi dans sa famille. » On voit Donizetti à Milan en 1822 à la Scala pour créer Chiara et Serafina, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il faut dire que Donizetti a peut-être reçu vraiment là cette fois le livret un peu trop tard. Il a composé très 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 vite dans une espèce d'état de transe. D'ailleurs, les Milanais avaient un sobriquet un peu sulfureux pour Donizetti. On l'appelait le maestro orgasmo. Ça vous donne une idée de la façon, l'état dans lequel il composait. Bref, il a peut-être pas encore tout à fait trouvé son style, disons-le. Pour l'instant, il marche sur les brisées de Rossini. Le voilà en 1826 à Rome, où il s'est lié au chef de la famille Vasselli, qui lui a ouvert toutes les portes des salons. Vous savez ce que c'est que la société romaine, hein. D'ailleurs, Vasselli va lui proposer la main de sa fille, Virginia, qui a 10 ans de moins que Gaetano. Et c'est évidemment trop beau. Virginia, c'est carrément le coup de foudre. Vous écoutez Radio Classique. C'est une période vraiment très, très efficace, là, très féconde. Barbaja, l'impresario, offre à Donizetti de composer pas moins de 12 opéras pour ses théâtres, et tout en dirigeant le nouveau théâtre de Naples. Hein. Et tout ça rapporte pas mal à Donizetti, bien sûr. Berlioz, qui passe à Naples, rend compte d'une de ses œuvres, d'une de ses soirées dans la revue européenne. On joue l'opéra bouffe avec une verve, un feu, un brio qui lui assurent une supériorité incontestable sur la plupart des théâtres d'opéra comique. On y représentait pendant mon séjour une farce très amusante de Donizetti, les convenances et les inconvenances du théâtre. C'est un tissu de lieux communs, un pillage continuel de Rossini, mais la partition est très arrangée sur le libretto et m'a fort diverti. Donizetti a retourné le kaléidoscope. Les notes se sont groupées en un dessin piquant. Voilà tout. Magnifique jugement d'Hector Berlioz. Et Barbaja va proposer à Donizetti d'être directeur de la musique des théâtres royaux de Naples, poste prestigieux mais exposé pour un compositeur, nous dit Philippe Tann, car à diriger les ouvrages de ses confrères, il risque d'être accusé par le public de les servir moins bien que les siens propres. Donizetti hésite, puis finit par accepter cette charge qui l'occupera une dizaine d'années durant. 1829, c'est le retrait de Rossini de la vie musicale. Autant vous dire que ça devrait être une aubaine pour Donizetti, mais non, c'est pour lui une mauvaise année. Il tombe malade au printemps, il écrit à son père, on est là le 7 mai, je vous écris après la tempête, j'ai été très malade avec des convulsions, de la bile et des hémorroïdes, par conséquent des saignées, des bains, des purgatifs, des traitements, et après j'ai fait une rechute. Donizetti va se rétablir, mais il restera sujet à toutes ces crises et à beaucoup de migraines. On pense qu'il avait contracté la syphilis, tout simplement, qu'il a transmise d'ailleurs à son épouse probablement. Peut-être faut-il voir dans cette affection la cause de la mort prématurée de ses enfants. Bref, il lui faut quand même se remettre à la tâche. Autre occasion d'ailleurs qui se présente au petit théâtre Carcano de Milan, où est créé Anna Bolena, c'est triomphe qui va faire la gloire de Donizetti, bien sûr, avec des airs assez traditionnels, mais beaucoup d'innovation ici et là dans cette musique qui est maintenant une musique romantique, avec notamment la grande
grande scène finale où Anne Boleyn trouve la mort dans des accents pathétiques. C'est aussi le triomphe de Giuditta Pasta, pour qui Donizetti a littéralement fait le rôle sur mesure. Il a fait du cousu humain une vraie voix de soprano dramatique coloratour, c'est-à-dire une voix de soprano au grave solide et capable de vocaliser avec agilité, nous dit Philippe Tann. Ce sera un des grands airs de la Calas, ça, bien sûr. Donizetti, en quelques semaines, va donc composer l'Élixir d'amour. Là, on est le 12 mai 1832 pour la création, succès absolument extraordinaire. Tout Milan maintenant vient voir cette œuvre tellement délicate, Una furtiva lagrima, vous venez de l'entendre, avec cette sentimentalité qui ne manque pas par ailleurs de scènes comiques. L'Élixir, c'est le plus grand succès du Buffa de Donizetti, avec aussi Don Pasquale, et ça fait partie des œuvres qui ont largement survécu. Ensuite, ce sera Lucrèce Borgia à la Scala, d'après la pièce de Hugo, bien sûr. Hugo s'est opposé à la traduction italienne, il n'aime pas qu'on mette des notes sur ses vers, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire ça. Bref, il y a un procès d'ailleurs, et le poète gagne son procès. En France, on est sommé de changer le lieu, les costumes, l'époque, pas question de faire Lucrèce Borgia tel que l'avait voulu Hugo. Et c'est encore à la Scala que Donizetti va faire représenter Mary Stuart. Problème quand même, parce qu'à l'acte 2, il y a des imprécations de Mary Stuart contre la reine Élisabeth d'Angleterre qui l'a fait enfermer. Vous savez, « Fille impure des Boleyn », hurle Marie. « Tu oses parler de déshonneur, femelle indigne et obscène, ma honte retombera sur toi. Ville bâtarde, tu as profané le sol anglais de ta présence. » Ça va tourner au pugilat parce qu'il se trouve que la chanteuse qui interprète Marie ne supporte pas l'autre cantatrice. Elles en viennent aux mains, elles se crêpent le chignon en public. Vous imaginez un peu le scandale. Bref, Donizetti vient voir enfin Paris, qui est la grande ville artistique de l'époque, bien sûr. Il va découvrir à Paris le grand opéra historique, c'est l'époque de Halévy, de Meyerbeer, bien sûr. Puissance déclamation, c'est ça qu'on attend à Paris, c'est pas des vocalises et du bel canto. J'ai vu la Juive à l'opéra, écrit Donizetti, la Juive de Halévy, bien sûr. L'illusion est portée à son comble. Vous pourriez jurer que chaque objet est vrai. Argent véritable et cardinaux presque vrais. On imagine le sacré collège qui défilerait sur la scène de l'Opéra de Paris. Bref, il va être influencé, bien sûr, Donizetti, et 4 ans plus tard, l'opéra lui passera à commande. Entre-temps, il a été reçu aux Tuileries par le roi des Français, par Louis-Philippe, qui lui a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, en même temps qu'à Bellini d'ailleurs. Il y en a une qui est très heureuse de tout ça, parce que n'oubliez pas qu'elle est issue de la maison de Bourbon de Sicile. C'est la reine Marie-Amélie qui fait fête à ces 2 compositeurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est le moment justement où pour le San Carlo cette fois, Donizetti compose Lucia. Quand même, il y a beaucoup de nuages sur ce projet, puisque le San Carlo est au bord de la banqueroute. L'impresario Barbaja est parti. À l'époque, nos théâtres vont de mal en pis, constate Donizetti. Les ouvrages chutent, le public siffle, la fréquentation est médiocre. C'est en septembre 35, 26 septembre, qu'est créé cet opéra Lucie de la mer Morte, Lucia de la mer Morte. Succès absolument retentissant. Vous savez qu'il est entré dans la littérature, cet opéra, puisque c'est celui auquel assiste bien sûr Madame Bovary. Vous savez, avec Char Bovary, je cite Flaubert, elle se laissait aller au bercement des mélodies et se sentait elle-même vibrer de tout son être, comme si les archets des violons se fussent promenés sur ses nerfs. Une des phrases les plus célèbres de la littérature française. Vous voyez comme une œuvre peut en appeler une autre. Donizetti est devenu aux yeux de tous le premier compositeur italien, d'autant plus que Bellini a eu la bonne idée de mourir à 34 ans, 3 jours avant la création de Lucia d'ailleurs. Donizetti va composer son requiem qu'il dédie à la mémoire de son cher confrère sicilien. Seulement, le malheur va s'abattre sur lui aussi. C'est la mort de son père, puis celle de sa mère à quelques semaines d'intervalle. Virginia donne le jour à un enfant mort-né, et puis il y a cette épidémie de choléra, vous savez, qui sévit un peu partout en Europe. Donizetti doit être placé en quarantaine avant de regagner Naples. Le 30 juillet, Virginia vient à s'éteindre. Elle n'avait que 29 ans. Donizetti parle de rougeole ou de rubéole, voire de scarlatine. En tout cas, c'est un coup du sort qui le laisse complètement ravagé, anéanti. Que fait un Donizetti dans une circonstance comme celle-là? Il se remet au travail, bien sûr.
Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il va accepter cette commande de l'opéra comique La Fille du Régiment, célèbre pour le grand air du ténor et ses 9 contrutes, vous imaginez, c'est ça qui fera la gloire de Pavarotti beaucoup plus tard. Et puis La Favorite, plébiscité par le public parisien. Donizetti reçoit, alors qu'il est à Bologne à ce moment-là, une lettre de Rossini qui le supplie de diriger à sa place son Stabat Mater. Et on dit qu'à la répétition générale, Rossini s'est avancé en tenant Donizetti par la main. « Je vous présente Gaetano Donizetti, je lui confie l'exécution du Stabat Mater comme à la seule personne capable de diriger ainsi que je l'ai conçu. » Et puis, c'est Vienne qui va faire la cour, si je puis dire, à Donizetti, ce qui n'empêche pas quand même d'honorer très rapidement une commande de l'Opéra italien de Paris avec Don Pasquale, donc bien sûr, mais la santé de Donizetti empire, il y a cette syphilis qui le ronge, il est interné en 1946 dans la maison de santé du docteur Esquirol à Ivry-sur-Seine. Son fils finira par avoir l'autorisation des autorités parisiennes de le transférer à Bergame, qui était sa ville natale et où il va mourir en 1848, à l'âge de 50 ans. Sa production gigantesque va peu à peu s'éclipser et tomber, disons-le, dans une espèce d'oubli, jusqu'à ce que dans la deuxième moitié du XXe siècle, La Scala de Milan ne monte Anna Bolena avec, dans le rôle titre, Maria Callas, ouvrage qui n'avait pas été représenté depuis 80 ans quand même. Hein. Et c'est évidemment Maria Callas qui va faire renaître Donizetti. On parle de Donizetti Renaissance, n'est-ce pas ? Maria Callas, et puis John Sutherland, bien sûr, Beverly Sills, Montserrat Caballé, Angela Goriou, Nathalie Dessay, Karine Dehaye, bien sûr, ont ressuscité Donizetti, lui redonnent aujourd'hui toute son actualité, avec énormément d'enregistrements, et puis avec des airs qui, aujourd'hui encore, sont sur toutes les lèvres. Vous écoutez Radio Classique.